Bien, alors bonjour à tous. J'espère que vous avez trouvé sur le site internet le document que j'ai mis en ligne. Bon, malheureusement un peu tard parce que donc j'étais à l'étranger. Il a fallu que j'attende d'être rentré en France pour pouvoir le mettre en ligne parce que je n'avais pas préparé précédemment. Donc je vais tout de même revenir sur ce document que je vous ai envoyé sans le reprendre dans le détail, mais je vais le reparcourir avec vous. Et ensuite, donc, je vous laisserai un peu de temps pour des questions éventuellement, puisque en principe, c'était quand même un document d'une quinzaine de pages. Oui, c'est ça. Une quinzaine de pages, peut-être un petit peu dense. Donc voilà, peut-être, j'avais d'ailleurs indiqué dans le document que je prévoirais un moment de questions pour revenir sur cette approche donc de l'indicatif chez Guillaume. Et ensuite, donc, on abordera aujourd'hui un vaste continent du système verbo-temporel français qui est souvent maltraité et qui est assez complexe et tout à fait passionnant. C'est la question du subjonctif en français. Donc, on va travailler sur le subjonctif cette séance et puis peut-être un peu la suivante. Un sujet que je traiterai en prenant comme texte de référence ce très bon livre qui est un des meilleurs qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le sujet d'Olivier Soutel, le subjonctif en français. De cette manière, vous allez voir comment on va s'éloigner petit à petit du point de vue strictement guillaumien sur lequel nous sommes restés. Là, vous voyez, on est au cours numéro 6, donc à peu près à la moitié du semestre. On a passé donc 5 cours à lire en détail temps et verbe. Là, sur la question de la structure de l'indicatif, on a commencé déjà à s'éloigner de la lettre du texte de Guillaume pour avoir une présentation, disons, assez unanimement acceptée par l'ensemble des guillaumiens. On va donc ensuite travailler sur le subjonctif, dans une perspective qui va rester guillaumienne, mais vous allez voir avec un certain nombre d'écarts par rapport à l'enseignement initial de Guillaume, et en particulier sur la symétrie entre le subjonctif présent et le subjonctif imparfait. On verra ça. Si je trouve qu'on aura le temps, on travaillera peut-être un petit peu aussi sur la question du conditionnel et de la polyphonie, mais sinon, après, on passera à des modèles complètement différents, plus contemporains, notamment le modèle de Gosselin, peut-être l'approche faite par Aldamari, enfin bref. Donc on va, disons, élargir la perspective tout en restant sur la question du système verbal. Je rappelle pour les étudiants de master qu'il faudra quand même songer petit à petit à me soumettre les sujets qui vont être, que vous allez traiter pour l'évaluation du semestre. Je vous rappelle que je vous demande le traitement d'une question en rapport avec le cours, donc liée au système verbo-temporel, pas forcément sur le français, ça peut être sur d'autres langues. En particulier, je l'avais dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler sur l'application possible ou non de ce modèle d'analyse de la psychomécanique, de la chronogénèse, etc., à d'autres langues. Mais en tout cas, il faut me soumettre le sujet et ensuite, ça peut être une étude de cas sur un texte ou une série de textes, travailler sur les emplois de l'indicatif, du subjonctif, je ne sais quoi, enfin bref. Voilà, mais il faut simplement me soumettre le sujet, je vous donne mon accord et puis ensuite vous me rendez cela à la fin de l'année. Pour les étudiants de licence, en revanche, ce sera un examen sous forme traditionnelle, avec à la fois des questions de cours, et puis peut-être, bien sûr, je dis peut-être, et puis aussi des questions portant sur des emplois, analyser des emplois, comme on le verra là sur l'indicatif ou ensuite sur le subjonctif, lorsqu'on tombe sur un présent, un imparfait, etc. dans un texte, le modèle que je vais vous expliquer vous permet de situer ce type d'imparfait, ce type de présent, ce type de subjonctif dans une grande classification. Donc il y aura forcément des questions qui vont porter sur la maîtrise de cette classification et votre aptitude à reconnaître les emplois en fonction de ce modèle qui est le modèle de la psychomécanique. Bien.
Alors, donc, c'est le dernier chapitre hein, qu'on étudiera. Je laisse complètement de côté, parce que ça nous prendrait trop de temps, les chapitres que Guillaume consacre aux autres langues, au russe, au latin, au grec. Bon, donc on reste sur le français. Je ne vais pas m'étendre sur la structure d'ensemble de l'indicatif. Hein. Ce qui est important, et qui est peut-être la seule chose un petit peu subtile, c'est cette idée que alpha et oméga, dont vous avez tous compris, je suppose, puisque c'est quand même pas une conceptualisation très très élaborée, que le présent soit composé d'un petit morceau de passé et d'un petit morceau de futur, hein, qu'au fond il n'y a pas d'être autonome du présent. Le présent est simplement un mélange de passé et de futur, ou un point de conversion du passé au futur. On pourrait en tirer des implications philosophiques si on voulait, mais il n'y a pas le présent pur n'existe pas. Hein, c'est juste un point de passage d'une certaine façon. Bon, ça me paraît assez intéressant comme idée, assez crédible. Bien, alors la chose importante pour la structure de l'indicatif, c'est que ce couple alpha-oméga joue deux rôles. Hein. Il joue un rôle pour la constitution du présent. Alors, c'est pour cela que le signifié de puissance du présent, on peut le décrire comme étant composé de deux chronotypes, alpha et oméga, dans lesquels on va avoir un dosage de alpha et oméga variable. Hein. Donc, quand le présent est construit uniquement sur alpha, donc sur la parcelle de futur, on a donc des présents qui sont liés à l'imminence, à l'avenir, et puis des valeurs modales liées à l'éventualité. Hein. Vous voyez le lien logique évident entre la notion d'éventualité et la notion de futur. Hein. Bon, donc là, ce sont des présents formés sur alpha. Ensuite, vous avez des présents en saisie médiane, donc qui sont formés sur alpha et oméga, avec donc des présents qui peuvent être très étroits ou très larges. Cette idée que le présent tend vers l'étroitesse, hein, c'est-à-dire il peut être très large, mais l'être du présent tend quand même vers ce qu'il y a de plus étroit, vers l'idée qu'il ne sera que le point de passage entre le passé et le futur. Bon, c'est ce que Guillaume appelle parfois c'est ce que Guillaume dit parfois en disant que le présent est sténonome. Hein, sténonome, c'est-à-dire il tend vers la plus grande étroitesse. Et enfin, vous avez donc ces présents qui sont uniquement formés sur la parcelle oméga, la parcelle de passé, donc le chronotype oméga, avec des présents qui ont au fond des valeurs de passé. Hein. Alors, l'intérêt, vous voyez, de cette approche, c'est quand même de mettre un principe d'ordre dans l'ensemble des valeurs du présent. On ne peut pas se contenter de dire que le présent renvoie à l'époque présente. Hein. Quand on regarde l'ensemble des emplois, on voit bien que le présent peut renvoyer aussi bien à quelque chose qui a à voir avec le passé qu'avec le futur. Donc, comment comprendre cela ? Eh bien, cette théorie des deux chronotypes le permet. Mais les deux chronotypes, alpha et oméga, permettent aussi de séparer deux niveaux temporels. Un niveau alpha d'incidence et un niveau de décadence. Alors, la différence entre ce niveau alpha et ce niveau oméga, cette fois-ci, le présent est vu comme un axe de structuration de l'ensemble du mode indicatif. L'idée, c'est que au niveau alpha, vous avez seulement le chronotype alpha, et au niveau oméga, vous avez alpha plus oméga. Autrement dit, vous êtes dans disons que on ne peut pas, dans le niveau oméga, qui est ici, dans la partie inférieure du schéma, on ne peut pas, à ce niveau, séparer du non accompli de l'accompli. Pardon, c'est l'inverse. Hein, je veux dire que c'est uniquement à ce niveau oméga, là, qu'on peut séparer de l'inaccompli et de l'accompli. Au niveau supérieur, celui du passé simple et du futur, où on est uniquement sur le chronotype alpha, hein, eh bien, on ne peut pas séparer quelque chose dans le temps qui serait alpha et quelque chose qui serait oméga. On est
entièrement du côté de l'imminence, c'est-à-dire du côté de alpha. Alors, une justification sur la distinction entre imparfait et passé simple. Vous voyez, la phrase « Pierre marchait » signifie que Pierre marchait déjà depuis un temps aussi court ou aussi long qu'on voudra, et qu'il marchera encore pendant un temps aussi court ou aussi long qu'on voudra. Donc, ça veut dire que Pierre marchait suppose qu'il y a de l'oméga, quelque chose qui a déjà été accompli, hein, il y a une parcelle de passé, et puis ça va continuer. D'accord ? Alors que, du coup, c'est pour ça c'est comme ça qu'on peut justifier que l'imparfait soit d'aspect séquent, dans une terminologie qui n'est plus guillaumienne à ce moment-là. Hein, c'est une vision séquente. Pour Guillaume, le terme d'aspect est réservé chez Guillaume uniquement, vous le savez, hein, à l'opposition tensif-extensif, c'est-à-dire à l'opposition des formes simples et composées, mais peu importe, disons, l'opposition globale-séquent se joue sur ce niveau-là. Alors qu'avec Pierre marcha, on ne peut pas diviser dans la représentation qu'on a du procès au passé simple, on ne peut pas diviser marcher en une partie qui aurait été accomplie et l'autre qui n'est pas accomplie. Les événements évoqués au passé simple sont présentés en survenance pure, dans le passé bien sûr, hein, mais en survenance pure, et sans rien en eux de révolu. Leur déroulement est vu à partir de leur instant initial et en direction de leur instant final, c'est-à-dire selon une image prospective. Donc, je vous avais peut-être déjà dit que cette opposition entre l'imparfait et le passé simple correspondait à, si on veut, une métaphore. L'imparfait, c'est la vision du procès de l'intérieur de la forêt. Hein. Vous êtes dans la forêt, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a, vous ne voyez pas les extrémités. Hein, vous êtes à l'intérieur de l'événement. Il y a des choses derrière vous, il y a des choses devant vous. Au passé simple, vous avez la forêt vue d'avion, c'est-à-dire vous voyez bien les limites, les débuts, de début et de fin de la forêt. Hein. Et c'est pour cette raison que le procès au passé simple, il est vu comme un événement global qui survient. Pierre marcha. D'accord ? Comme on n'a pas du tout une représentation de l'événement de l'intérieur du procès, eh bien, on ne peut pas avoir cette division entre quelque chose qui aurait été accompli précédemment et quelque chose qui serait en prospectif. Alors, la même opposition vaut pour le futur et le conditionnel. Alors, le futur, donc, vous voyez, c'est ce qui est représenté ici sur le schéma, c'est le futur simple, hein, comme on dit parfois aussi, il est extérieur au présent. C'est-à-dire que, quand on dit extérieur au présent, ça veut dire qu'il n'inclut pas oméga. Le conditionnel, lui, va être intérieur au présent, au sens où il inclut alpha et oméga. Donc c'est toujours pareil, hein, au niveau alpha, on a un futur qui est entièrement prospectif, mais qui du coup est extérieur à l'être du présent, hein, alors que le conditionnel est au fond lié au présent. Alors, l'avenir si probable qu'on l'imagine est par définition non tenu, donc il n'y a pas de lien réel avec le présent, si vous voulez. Hein. Le contraste peut être exprimé de cette façon suivante. Alors que vous réussirez, signifie vous réussirez dans un avenir proche ou lointain, vous réussiriez, signifie vous réussiriez là, vous réussiriez si vous travaillez. Mais ça veut dire vous réussiriez dans le présent. Donc on voit ainsi
spécifique de chacun de ces deux temps du passé. Alors, les valeurs de l'imparfait peuvent être vues en faisant varier alpha et oméga. Vous voyez qu'on est dans une description qui est tout à fait parallèle à celle du présent. Mais ça n'est pas un hasard. C'est parce que l'imparfait, c'est vraiment le temps équivalent du présent, mais dans le passé. C'est-à-dire, le présent aussi est un temps d'aspect, enfin de vision correspondant à une vision séquente de l'événement. C'est pour cette raison qu'on a donc effectivement comme ça une sorte de dosage entre alpha et oméga pour l'imparfait qu'on n'a pas avec le passé simple. Alors maintenant, l'imparfait peut aussi avoir des valeurs modales. Alors les temps de l'indicatif, s'ils ont fondamentalement, du point de vue de leur signifié de puissance, des valeurs d'emploi qui sont temporelles, donc inscrire pour le passé simple et l'imparfait, dire que le passé simple et l'imparfait sont des temps du passé, cela revient à dire qu'ils inscrivent l'événement dans l'époque passée. Bon. Mais, dans certains contextes, cette inscription dans le temps des époques n'est plus la valeur de la forme temporelle. Dans certains contextes, la forme temporelle prend une autre valeur qui n'est plus du tout temporelle, et qu'on appelle pour cette raison modale, et qui est quand même liée, si vous voulez, au sens de base temporelle. Alors, c'est l'idée, donc, l'idée, si vous voulez, commune aux valeurs modales pour l'imparfait, c'est que le concept de passé va être compris non plus temporellement, un passé c'est quelque chose qui est avant autre chose, mais au fond logiquement. Donc avec cette idée que, logiquement ou d'un point de vue affectif, bon, dans l'ordre logique, l'imparfait est apte à traduire l'antériorité logique entre l'hypothèse et la conséquence. Bon, il est certain que, quelle que soit la façon dont vous concevez les choses, une hypothèse est logiquement antérieure à la conséquence de l'hypothèse. C'est-à-dire, si vous dites à un enfant si tu ne poses pas ce couteau, tu vas te blesser, ben, l'idée c'est que l'hypothèse ne pas poser le couteau est antérieure à la conséquence se blesser. Bien. Donc il y a une antériorité logique de l'hypothèse sur la conséquence, et le fait qu'on utilise l'imparfait, s'il était là, il te répondrait, pour exprimer l'hypothèse, est cohérente avec la valeur fondamentale de l'imparfait. Seulement, vous notez bien, évidemment, quand on dit « s'il était là, il te répondrait », c'est un imparfait, évidemment, la personne n'est pas là, puisqu'on dit « s'il était là ». Donc, on ne peut absolument pas considérer qu'ici, on a un imparfait qui situe l'événement dans le passé. C'est une évidence. Bien. Donc, puisque cet emploi de l'imparfait ne permet pas de situer l'événement dans le passé, il sert à autre chose, mais pas à n'importe quoi. Il sert à l'expression de l'hypothèse parce que l'hypothèse est en quelque sorte le passé de la conséquence. D'accord ? Du point de vue affectif, alors on a les valeurs de politesse ou les valeurs hypocoristiques qui s'expliquent par une sorte de geste de recul énonciatif. Et là aussi, l'idée de reculer renvoie à l'idée de passer. Bon, vous allez me dire, là c'est peut-être plus tiré par les cheveux, mais bon, admettons. Valeur de politesse. Je venais dire à madame que le dîner est servi. Alors, je ne sais pas si les étudiants étrangers perçoivent bien cette nuance qu'il y a entre dire « je viens dire à madame
Donc, vous voyez, c'est une parole d'un employé de maison, hein, qui donc a des usages linguistiques avec son employeur qui sont d'une grande déférence. Bon. Donc, quand il dit je venais dire à madame que le dîner était servi, pourquoi utilise-t-il l'imparfait? Il est en train de venir, là. Il est là. Pourquoi il ne dit pas « je viens dire à madame que le dîner est servi » hein? Essayez d'imaginer ce contraste entre, ou pour prendre un autre exemple tout à fait parallèle, mais peut-être plus familier, imaginez que vous alliez dans le bureau d'un professeur pour savoir si les résultats des examens sont arrivés. Alors vous allez frapper à la porte du professeur et dire « Bonjour monsieur le professeur, je venais voir si les résultats d'examen étaient tombés. » Mais vous pouvez aussi dire « Bonjour monsieur le professeur, je viens voir si les examens sont... » Et vous sentez cette différence. Bonjour monsieur le professeur, je viens voir. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose de plus... d'insistant, enfin, je veux dire, vous êtes en train, au présent, de justifier pourquoi vous êtes là. Hein? Je suis là, oui, je viens faire un truc. Alors que je venais, qu'est-ce que fait l'imparfait? Imaginairement, il fait comme si le fait de venir avait déjà eu lieu dans le passé. Donc, il désactualise ce qu'il y a de trop fort dans une situation de demande au présent. Donc il y a une sorte, vous voyez, donc de recul énonciatif. Oui, je vous en prie. C'est peut-être qu'il y a une hypothèse implicite, c'est-à-dire, si vous me le permettez, puisque vous me le permettez, je m'autorise à vous dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, vous voyez que quand on a une hypothèse, on a si plus imparfait. Donc il faudrait imaginer qu'on est, si je venais, etc. L'imparfait demeure, mais l'hypothèse a disparu, mais elle est là. Ah oui, mais bon, dans le système hypothétique, hein, l'imparfait fonctionne en couple avec autre chose, hein, avec du futur ou avec du conditionnel. Ou alors il faudrait dire... je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, si j'osais, je viendrais, etc. Mais oui, là... Oui, voilà, il faut le conditionnel. Donc là, on a quand même un moyen que nous permet le français, avec l'imparfait, d'obtenir donc une sorte de demande atténuée, enfin une valeur d'imparfait de politesse. Mais vous voyez que... Oui? Non, c'est juste un commentaire par rapport à ça. En espagnol, on a le même... Oui, en espagnol. Par contre, contrairement en français, en espagnol, l'hypothèse, on le forme à la base, pas avec l'imparfait, mais avec le conditionnel. Après, on utilise une autre forme de subjonctif. Ah oui, oui, oui. Le système... Oui, oui, oui. Non, non. En espagnol, le système du conditionnel et du subjonctif est complètement différent. Le conditionnel a un statut de mode. Hein, ce n'est plus du tout un temps de l'indicatif en espagnol. Ouais. Oui, la valeur de politesse, vous l'avez aussi. On parle, quand il y a quelqu'un qui fait ça, on fait la blague toujours, on dit, mais par exemple, c'est je veux bien dire, tu venais, alors tu ne viens plus. Ah oui, on le perçoit, donc ça veut dire, si on fait une blague, ça veut dire qu'on le perçoit dans cette valeur. Alors, peut-être... Je voulais, par exemple, je voulais faire quelque chose, tu voulais, alors tu ne veux plus. Oui, oui, d'accord, je comprends. Oui. Alors... Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de particulier dans cette forme de politesse, c'est que vous ne pourriez pas utiliser cette forme de politesse, par exemple dans un commerce. Vous ne pouvez pas dire en allant dans une boulangerie je venais acheter une baguette. Ce serait extrêmement bizarre. Ben oui, faites. Ouais, donc on a quand même une valeur de politesse qui est dans un type d'emploi très particulier. Alors la valeur qu'on appelle hypochoristique, hypochoristique, qui est je ne sais pas si vous connaissez cet adjectif qui vient du mot choré, qui en grec qui veut dire jeune fille, une valeur, bon, alors un peu, disons,
une valeur d'atténuation, cette fois-ci énonciative. Donc, il était gentil, le chien-chien, à sa maman, il était mignon, ce gros bébé. Bon, alors, là aussi, on a des imparfaits qui n'ont pas des valeurs temporelles, bien sûr. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait en disant il était gentil, il était mignon, ce gros bébé. Bon, c'est que on est dans une forme de comment dire de désactualisation ici, qui est liée au fait qu'on fait comme si l'interlocuteur, enfin disons, oui, parce que au fond, quand on dit il était mignon ce gentil bébé, on s'adresse au bébé, on ne s'adresse pas à la maman. Vous voyez, imaginez, hein. Imaginez je sais pas, mais pour moi, dans cette situation, la personne est en train de regarder le bébé et dit « Ah, il était mignon ce petit bébé !» Ou alors, avec un chien, quelqu'un qui caresse le chien et qui dit « Ah, il est gentil ce petit chien-chien, il était gentil ce petit chien. » Hein, oui, mais pas en s'adressant au maître ou à la mère. D'accord ? Bon, alors dans ce cas-là, si vous admettez cette description, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on s'adresse à un bébé ou à un chien qui ne sont pas des interlocuteurs au même titre que nous, qui ne sont pas des interlocuteurs normaux. Donc en fait, en utilisant l'imparfait, on recule encore une fois l'énonciation parce qu'on a affaire à un pseudo-énonciateur en quelque sorte. Voilà, alors il y a beaucoup de valeurs de l'imparfait qu'on peut décrire comme ça. Je me souviens que Marc Villemet, notamment, défend l'imparfait forain, qu'il appelle l'imparfait forain. Qu'est-ce qu'elle voulait, la petite dame, au marché, tout ça. Bon. Voilà. Ou là aussi, c'est proche de l'hypocoristique, vous voyez. Bon, donc il y a une palette extrêmement subtile des emplois de l'imparfait. Là, je ne donne que quelques exemples. Alors, pour le futur, vous aurez constaté que j'ai utilisé ici une description qui passe par Moignet et puis ensuite Robert Martin, qui me paraît la description guillaumienne la plus convaincante des emplois du futur et du conditionnel. Tout à l'heure, on a vu une citation qui indiquait le rapport entre le futur et l'avenir ou l'hypothèse. Alors, le futur est vu, donc, les emplois du futur sont vus comme comme pouvant être disposés entre un maximum et un minimum d'hypothèses. Hein. Donc, le maximum d'hypothèses M renvoie à la notion de monde possible, et M0, minimum d'hypothèses M0, c'est le monde de ce qui est, le monde actuel, si vous voulez. Hein. C'est le monde de ce qui est actuel, réel, ce qui est visible, immédiat, etc. Cette notion, cette opposition entre les mondes possibles et le monde actuel est une opposition qui vient de la logique modale et qui revient à dire que quand on dit « il est possible que P », on peut décrire cela d'un point de vue logique en disant que ça veut dire qu'il existe un monde dans lequel P est vrai. Hein ? Il est possible que P, ça veut dire qu'il y a un monde possible, donc un monde possible, dans lequel P est vrai. Après, il y a deux types de mondes possibles, des mondes potentiels et des mondes contrefactuels, mais on n'a pas besoin d'entrer dans le détail de l'analyse. Mais bon, ça, si un jour vous avez le temps, vous pouvez lire ce très très beau livre de Robert Martin, qui était un professeur ici aussi, qui s'appelle « Pour une logique du sens », un livre remarquable, également d'un grand post-guillaumien. Alors, dans les emplois qui vont du maximum d'hypothèses au minimum d'hypothèses, c'est tout à fait naturel qu'on ait d'abord les emplois modaux, puisqu'on va être détaché de l'actualisation, et puis les emplois temporels ensuite, qui vont se rapprocher du minimum d'hypothèses, donc de M0.
Alors, dans les emplois modaux, il y a, disons, une idée de possible, mais orientée vers la certitude. Hein. Donc, futur d'atténuation, je vous avouerai que je ne suis pas très d'accord avec tout à fait d'accord avec ce genre d'idée. Futur d'indignation, quoi, ces gens se moqueront de moi. Futur conjectural, ah mon Dieu, ce sera pour Madame Rousseau. Bon. Donc, il y a une sorte d'illusion du possible dans tous ces cas. Deuxième saisie, les actes dérivés. Hein. Donc, quand on dit « je reviendrai », c'est une promesse. Quand on dit « vous renverrez le récépissé », c'est un ordre. Hein. Mais qui est exprimé à la modalité assertive. Donc, au fond, on a ce qu'on appelle ici un acte dérivé, c'est-à-dire une transformation d'une modalité énonciative à une autre, qui est due ici au morphème de futur. Hein, les actes dérivés, tout le monde voit de quoi il s'agit. Bon, la notion d'acte dérivé, elle est fondée sur une analyse de ce qu'on appelle les types de phrases. Vous savez, phrases déclaratives, injonctives, exclamatives, etc., assertives. Donc, ces types de phrases peuvent être considérés d'un point de vue pragmatique comme des types d'actes. Hein, ce sont des actes de langage. Une phrase assertive, c'est asserter, c'est-à-dire poser comme vrai ce qu'on dit. Une phrase interrogative, une phrase de modalité interrogative, c'est un acte de poser une question, hein, d'interroger. La phrase injonctive, la phrase de modalité injonctive, c'est une phrase qui a comme contenu d'être un ordre, hein, contenu pragmatique d'être un ordre. Bien. Or, si chacun de ces types de phrases est lié à une structure syntaxique particulière, et c'est pour cela qu'on les décrit en syntaxe. Hein. Par exemple, la phrase assertive se caractérise généralement par un ordre sujet-verbe. La phrase interrogative se caractérise syntaxiquement par une inversion du sujet. Hein. Vient-il demain ? Et puis la phrase injonctive par l'utilisation de l'impératif ou du subjonctif. Bon. Mais, dans certains cas, une phrase qui est syntaxiquement d'une certaine modalité va être interprétée pragmatiquement selon une autre modalité. Par exemple, si, ou alors à l'occasion d'un repas, vous posez à quelqu'un la question « Est-ce que tu peux me passer le sel ?» C'est une question. C'est une interrogation. Alors, si vous répondez oui et que vous ne faites rien, évidemment que l'acte de langage, il échoue. Hein. Oui, ça fait partie des blagues de linguistes qu'on peut faire. Hein. Donc, on comprend bien que « est-ce que tu peux me passer le sel ?» c'est pas une question, comme si on posait la question est-ce que tu sais comment on fabrique le sel, par exemple. Bon. Là, oui ou non, on peut le dire. Mais est-ce que tu peux me passer le sel ? Ça veut dire passe-moi le sel. Bon. Donc, on a syntaxiquement une interrogation, mais pragmatiquement, cette interrogation vaut un ordre. Et c'est ça qu'on appelle un acte dérivé. C'est-à-dire l'acte de l'ordre, donc la modalité injonctive, est dérivé de la modalité interrogative. D'accord ? Bon, ben là, on a quelque chose, et ça c'est très important parce que, si vous voulez, c'est typique dans les concours, dans les examens, quand on vous demande d'étudier les modalités de la phrase, en général, c'est ça qu'il faut guetter. Bon, il y a les cas classiques, hein, où la modalité syntaxique correspond à la modalité pragmatique, mais les cas intéressants, c'est quand il y a des décalages. Bon. Et là, c'est typiquement un décalage. Vous renverrez le récépissé, c'est apparemment une phrase simplement assertive, alors qu'en réalité, le futur, ici, lui donne une orientation quasi injonctive. Bon, futur de promesse, là, on peut dire aussi que plutôt que être une assertion, je reviendrai, c'est une promesse. Oui ? Comme la question, là, il y a une autre formule qui est « vous ne prenez pas de fromage ». Oui, c'est ça.
Oui, alors là, on est encore dans autre chose parce que c'est une anticipation de négation, etc. Oui, C'est forcer la réponse. oui, voilà. Mais c'est lié, hein, c'est tout à fait lié. Alors, troisième, toujours dans les valeurs modales, hein, on est toujours donc saisie 1, saisie 2, saisie 3 dans les valeurs modales. Le futur des prophéties, hein, le temps viendra où, etc., etc. Donc on n'est pas du tout sûr de ce qui va se passer, de la réalité de ce qui va se passer, mais le prophète, lui, il en est persuadé, hein, tout au moins, il veut en persuader son public. Et puis le futur gnomique, qui a une nuance injonctive. Et ça c'était la dernière exploitation du contenu modal. Ah oui, alors il y a un petit problème sur mon schéma, en fait. 4, vous voyez, les numéros, c'est décalé là. En fait, le 4 va là et le 5 va là. Si on reprend l'ensemble de ces valeurs modales, vous voyez qu'on s'approche du minimum d'hypothèses, parce que donc ici on a donc quelque chose qui reste très hypothétique. Là, on est dans la promesse, donc on commence à s'approcher, et ensuite dans la prophétie, vous voyez que petit à petit, on s'approche de la ligne d'actualisation, si on veut. Et dans les emplois temporels, alors là, on peut aller jusqu'à la certitude complète. Hein. C'est-à-dire que si je dis Pierre viendra ce soir, c'est pas tout à... Là, évidemment, c'est le contexte qui va faire la nuance entre je reviendrai, qui a une valeur simplement de promesse, et Pierre viendra ce soir avec un sens de certitude, de quasi-certitude. Alors on peut le préciser en disant Pierre viendra ce soir, c'est sûr, c'est certain, il l'a promis. Bon, c'est pas juste une promesse. C'est pas comme quand vous dites à vos enfants oui, on verra demain. Hein. Là, si vous voulez, la certitude, elle est douteuse. Bon, et puis il y a la certitude absolue. Hein. Là, je ne sais pas quelle heure il est exactement, mais si je dis dans 2 minutes, il sera, s'il est 10 heures là, et que je dis dans 10 minutes, il sera 10 heures, dans 2 minutes, il sera 10h02, c'est une certitude absolue, quoi. À moins que la planète n'explose dans les 2 minutes. Voilà, donc on va, vous voyez, vraiment du plus hypothétique vers une certitude qui peut aller jusqu'à l'absolu. Alors, pour le conditionnel, on a un mouvement de pensée qui va dans l'autre sens, où on a une orientation vers un maximum d'hypothèses. Les premières valeurs sont les valeurs temporelles, donc en corrélation avec un imparfait dans la principale. Hein, il ne savait pas s'il rentrerait à midi, il m'a dit qu'il rentrerait à midi. Ensuite, les emplois modaux du conditionnel, donc avec ici ce que Martin appelle un changement d'univers, c'est-à-dire, en gros, c'est de la polyphonie, hein, on change de plan énonciatif. Dans le journal, par exemple, dans la presse, hein, je ne sais pas moi, les troupes syriennes auraient attaqué, etc., etc. Hein. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on utilise le conditionnel de cette façon? Eh bien, en fait, le journaliste n'assume pas la véracité de ce qu'il dit. Il dit que son information est incertaine. Hein. Il ne dit pas les troupes syriennes ont attaqué telle ville, mais auraient attaqué telle ville, donc d'après ce qu'on dit, etc. Donc il y a toujours une corrélation avec une autre source d'information. L'interrogation rhétorique, il serait à Paris, serait-il à Paris? Et puis ensuite, le conditionnel vraiment des mondes possibles, avec toute une gamme là, sur laquelle je ne vais peut-être pas revenir en détail, conditionnel en relatif, conditionnel de l'imaginaire, de l'illusion, etc., etc. Ce qui, au total, hein, donne pour l'ensemble du futur, si on veut mettre, c'est pas très lisible hein, sur cette diapositive, mais si on veut mettre tous les emplois du futur
en partant donc d'un maximum d'hypothèses vers un minimum et d'un minimum d'hypothèses vers un maximum, toutes les saisies correspondant au futur, toutes les saisies correspondant au conditionnel. Donc là encore, on a une organisation de l'ensemble des emplois qui semble assez cohérente. Alors, il reste un point que je ne vais pas beaucoup approfondir pour l'instant parce qu'on va y revenir longuement après, mais ce point est traité dans le chapitre sur le temps in esse par Guillaume, sur les temps in esse, donc il traite de l'indicatif, et puis après il dit, alors qu'en est-il des temps du subjonctif, parce qu'il y a subjonctif présent, subjonctif imparfait. Alors, le point de vue de Guillaume est résumé par cette citation. Le mode subjonctif ne marquant pas la distinction des époques est à la vérité un mode intemporel. Aussi, les deux temps qu'il enferme en sus des aspects qu'on retrouve dans tous les modes, donc c'est-à-dire le subjonctif, quand on met le subjonctif passé, subjonctif plus que parfait, c'est-à-dire qu'il ait mangé, qu'il eût mangé, d'accord ? Donc les formes composées. Ont-ils donc les deux temps ont un tout autre objet que d'indiquer dans quel temps le fait considéré a lieu, ce dont ils seraient du reste incapables, le même temps du subjonctif pouvant se rapporter et au passé et au futur. Ce qu'ils dénoncent, c'est le sens prospectif ou rétrospectif dans lequel s'opère la jeunesse du temps in fieri, autrement dit, si la pensée le crée toutes époques réunies en remontant du passé au futur ou en descendant du futur au passé. Dans le premier cas, la langue se sert de construction sans thème voyelle, que j'aime, que j'ai aimé, donc le présent du subjonctif et le passé du subjonctif. Dans le second, de construction à thème voyelle, que j'aimasse, imparfait du subjonctif, que j'eusse aimé, puisque parfait du subjonctif. Alors, vous voyez qu'on a ici la réaffirmation évidente du fait que le subjonctif n'a absolument rien à voir avec les temps, avec le temps au sens qu'il y a du passé, du présent, du futur. Je vous l'ai déjà fait remarquer plusieurs fois, lorsqu'on dit, je sais pas, je regrette, je souhaite qu'il vienne, la venue, elle est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Donc, le subjonctif ne sert jamais à inscrire le procès dans le temps des époques. Donc, la distinction entre subjonctif présent et subjonctif imparfait ne peut en aucun cas correspondre à l'idée qu'il y a un subjonctif qui correspond à l'époque présente et un subjonctif qui correspond à l'époque passée. En fait, ces étiquettes sont très dommageables parce que elles donnent l'impression qu'il y a un parallèle entre subjonctif présent, subjonctif imparfait, comme il y a un parallèle qu'il y a un parallèle avec le présent et l'imparfait, ce qui n'est mais absolument pas le cas. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est simplement le legs de la tradition grammaticale, mais l'opposition imparfait du subjonctif, présent du subjonctif, n'a absolument rien à voir avec la notion d'imparfait et la notion de présent. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, vous voyez que la distinction entre ces deux temps du subjonctif, alors vous voyez, entre guillemets, puisque ce ne sont pas vraiment des temps, il n'y a pas de valeur temporelle, cette distinction, elle est vue par Guillaume comme une distinction d'orientation. Une orientation prospective et une orientation rétrospective. Un sens prospectif ou un sens rétrospectif. Alors, le sens prospectif serait donc le sens prospectif serait le sens dans lequel on remonte en remontant du passé au futur, en descendant du futur au passé. Donc on remonte du passé au futur dans le sens prospectif et on descend du futur au passé dans le sens rétrospectif. Bien, alors il y a une symétrie ici et c'est une analyse un peu ad hoc qui a été au fond, c'est pour cette raison que je ne vais pas l'approfondir, qui a été assez vite abandonnée par les guillaumiens parce qu'elle est quand même assez insuffisante pour rendre compte des valeurs d'emploi du présent et du subjonctif, du présent du subjonctif et de l'imparfait du subjonctif. On verra qu'en fait, il n'y a pas vraiment de symétrie entre les deux et que, encore une fois, la différence se situe plutôt en termes d'actualisation.
Donc, vous pourrez par curiosité regarder les quelques pages que Guillaume consacre à cette distinction entre présent et imparfait du subjonctif dans temps et verbe, mais au fond, là, ce sont des notions qui sont un petit peu aujourd'hui abandonnées, disons. Hein. On a, disons, la pensée des guillaumiens a un peu progressé sur ces questions et on ne voit plus tout à fait les choses de la même façon, c'est pour ça que je n'insiste pas. Alors, il y a aussi la question de ce qu'on appelle parfois la concordance des temps, hein, qui donne cette impression qu'on a je souhaite qu'il chante, je souhaitais qu'il chantât. Bon. Donc, c'est peut-être aussi cette symétrie-là qui donne l'impression qu'on a quelque chose qui a à voir avec le passé dans le subjonctif imparfait, mais on verra que cette concordance des temps, en fait, n'existe pas. Oui. Justement, le fait qu'on ait quasiment abandonné le subjonctif de l'imparfait dans ces usages-là ne montre pas que justement il y a le lien, c'est pas ça? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ce sera une des choses que je vais essayer de vous expliquer à partir de ça. C'est pas juste un hasard, c'est pas juste parce que le subjonctif imparfait c'est trop compliqué qu'on l'utilise plus. Hein. On essaiera de comprendre pourquoi, parce que c'est une évidence que le subjonctif imparfait a complètement disparu de la langue, enfin pas complètement, hein, mais a très largement disparu de la langue. De toute façon, quand il se maintient, c'est uniquement la troisième personne. Et dans des constructions, on verra du type fut-il intelligent, enfin bref, mais jamais dans des constructions du type je souhaiterais qu'il chantât. Enfin, ça, le type qui vous dit ça, c'est vraiment, il veut faire le malin. Hein, que vous me plûtes. oui, voilà, sans parler de... Oui, exactement. Donc ça c'est bon pour les grosses têtes ou je ne sais quoi, hein, pour les animateurs télévisuels ou médiatiques de la langue française. Mais il paraît qu'il y a une association pour la défense de l'imparfait du subjonctif. Hein, mais en réalité, on peut essayer de montrer, et c'est l'avis de Soutet que je partage assez largement, qu'il y a des raisons profondes en système qui font que le subjonctif imparfait disparaît. Dans l'espagnol, le subjonctif imparfait marche très bien. C'est pas parce que le subjonctif imparfait aurait un truc, voilà, déjà on a le subjonctif présent, on va pas se compliquer la vie avec le subjonctif imparfait, ben non, dans d'autres langues ça fonctionne très bien. Pourquoi ça ne marche pas en français ? Ça n'est pas juste parce que les gens sont paresseux, n'ont pas envie de dire j'aimasse, ça fait idiot de dire j'aimasse. Non, c'est pour des raisons plus profondes qu'on essaiera d'analyser. Monsieur, oui. Il y a des langues en portugais où il y a un subjonctif futur en français. Ah oui, il y a en plus un subjonctif futur dans certaines langues. Oui, tout à fait. Oui. Mais du coup, j'ai du mal à voir comment il n'y aurait pas de langue temporelle dans ce cas-là. Ah oui, alors ça, je ne peux pas vous répondre sur le portugais que je ne maîtrise pas et sur le subjonctif futur. Mais effectivement, parmi les étudiants en master, là, s'il y a des hispanistes parmi vous, ça pourrait être intéressant de décrire un petit peu ça. Hein. Ok. Bon, avant de passer à la suite, on fait une petite pause hein, et on se retrouve donc dans 5 minutes. Alors, reprenons. Donc, au total, tout ce qu'on a vu depuis 2-3 semaines sur 2-3 séances sur la structure de l'indicatif peut être résumé par un schéma de ce type-là, où vous avez donc, vous voyez, verticalement, il faut imaginer la chronogénèse, avec une première chronothèse qui est donc la chronothèse du passé simple, la chronothèse du mode quasi-nominal, avec le passé simple, infinitif, le participe passé, en survenance, mélange d'accompli, accompli et accompli. Ensuite, les deux orientations du subjonctif dans une chronothèse intermédiaire et la chronothèse finale de l'indicatif avec les deux niveaux alpha et oméga qui distinguent le prétérit défini, le futur catégorique, l'imparfait et le conditionnel. Avec le présent comme axe central du système, hein, présent qui peut être plus ou moins étroit ou plus ou moins large, comme on l'a vu ici. Et au fond, cette espèce de présent large est présentée ici comme une espèce d'image d'une atemporalité.
Bien, alors, c'est un schéma avec lequel, si vous voulez, la plupart des guillaumiens contemporains s'accorderaient globalement. Hein, c'est quand même, disons, on peut considérer ce schéma comme la vulgate de l'analyse guillaumienne du système verbo-temporel. Vous remarquez qu'il y a quand même un problème, et c'est cela qui a donné lieu à un type d'analyse néo-guillaumienne, si on veut, faite par des guillaumiens qui modifiaient un peu le système pour le rendre plus pertinent, qui considèrent que si on accepte l'idée du temps opératif, donc l'idée qu'il y a un temps de formation un temps de formation des unités sémantiques, même de sémantique grammaticale, eh bien, ce temps, il se déroule de cette façon-là, verticalement. Hein. Il y a une chronothèse précoce, médiane et terminale. Mais, prenons l'exemple de l'indicatif. Finalement, quand on est au bout de la chronothèse, il n'y a plus de temps opératif finalement interne qui permettrait de discriminer les temps du présent, enfin les temps de l'indicatif, de les discriminer par rapport au présent. Hein. Donc il y a un peu un problème là lié au fait que la notion de temps opératif devient au fond à l'intérieur de chaque chronothèse, elle devient énigmatique. Si le déroulement temporel est représenté ici par l'axe vertical, sur les chronothèses, c'est leur définition, c'est un moment dans la chronogénèse. Donc il y a un arrêt, une image. On ne voit pas comment il y aurait à nouveau du temps à l'intérieur. Donc il y a un petit problème logique là, si on veut conserver toute sa puissance explicative au concept de temps opératif. Et puis il y a un autre problème qui est le fait que est-ce que au fond c'est une bonne idée quand on relie les formes aux significations, au fond de prendre les modes comme plan des chronothèses. Parce que, au fond, la morphologie, elle est spécifique, non pas au mode, mais au temps, en fait. Bon, sauf à la rigueur peut-être et encore pour le mode quasi nominal, mais quand on prend le mode indicatif, il n'y a pas une morphologie unifiée du mode indicatif, c'est chaque temps de l'indicatif qui a sa morphologie, de même au subjonctif. Bon. Donc, si on associe une forme à un sens, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt imaginer que les chronothèses correspondent à des temps et pas à des modes? Et qu'au fond, on conserve l'idée d'une chronogénèse, mais que cette chronogénèse, l'avantage, si sur le développement de la chronogénèse, les saisies sont les temps plutôt que les modes, eh bien l'avantage ce sera d'une part que chaque temps sera différencié du point de vue du temps opératif, et d'autre part qu'on aura bien des coordonnées temporelles dans la chronogénèse qui seront associées à des morphologies spécifiques qui sont les morphologies des temps. Bon, donc je signale ces deux objections possibles. On verra comment, dans l'étude du subjonctif, une partie, la deuxième série d'objections, peut être prise en considération. Alors, on va maintenant, comme je l'annonçais en début de séance, s'intéresser aux emplois, la question de l'emploi du subjonctif. Bon, je ne vais pas m'intéresser à la morphologie du subjonctif, hein, on s'intéresse uniquement à la question de l'emploi. Alors, je le rappelle, hein, mon livre de référence, ça va être le subjonctif en français de Soutet, Offris 2000. La première question qui se pose, c'est la question du classement. Alors, quand on observe ce qui a été fait sur le français, il y a plusieurs types de classements qui sont sur le marché, si vous voulez, qui sont disponibles, qu'on a tenté.
Alors il y a d'abord le classement qu'on peut appeler notionnel, où on va dire, il y a un subjonctif de volonté, il y a un subjonctif d'hypothèse, un subjonctif de concession. Alors on va dire qu'il y a un subjonctif de volonté dans « je veux qu'il vienne », ou quand on dit « qu'il vienne ». On peut considérer qu'il y a un subjonctif d'hypothèse dans « qu'il vienne, je ne le recevrai pas », au sens de « s'il vient, je ne le recevrai pas ». À supposer qu'il vienne, c'est une hypothèse. De concession, bien qu'il soit grand, etc. D'accord ? Donc, dans tous ces cas, on a, dans ce type d'analyse, on essaie de classer les emplois du subjonctif en fonction donc d'une certaine notion à laquelle renverrait cet emploi. Alors les problèmes que pose ce type de classement sont les suivants. D'abord, où est-ce qu'on va arrêter la liste des notions, hein ? Un subjonctif de volonté, d'hypothèse, de concession, mais pourquoi pas de regret, de désir, où est-ce qu'on va arrêter la liste, hein ? Et là, le problème, c'est que on a affaire à des sortes de notions psychologiques, hein, le découpage n'est pas linguistique, donc on n'a pas de moyens un petit peu techniques de délimiter le champ des notions à prendre en considération. Par ailleurs, il y a des cas intermédiaires. Par exemple, dans l'hypothético-concessive, « dussé-je mourir, je ne renoncerai pas ». Qu'est-ce que ça veut dire, « dussé-je mourir » ? Ça veut dire que, premièrement, il y a l'hypothèse si je mourais. Oui, quand bien même. Mais essayons d'analyser. Dussé-je mourir, je ne renoncerai pas. C'est-à-dire, premièrement, il y a une dimension d'hypothèse. Même, donc si je meurs, je ne renonce pas. Mais cette hypothèse, c'est pas si je meurs, c'est même si. Hein. Donc c'est une hypothèse qui est en fait concessive. C'est-à-dire que même dans le cas où cette hypothèse a lieu, elle n'aura pas la conséquence qu'on s'imagine qu'elle devrait avoir. Alors, donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ces notions qui sont intermédiaires, qui mélangent par exemple hypothèse et concession ? Par ailleurs, ce qui est gênant également, c'est que quand on parle de subjonctif d'hypothèse, subjonctif de concession, on a l'impression que c'est la forme de subjonctif qui va porter l'hypothèse ou la concession, etc. Alors qu'en réalité, c'est tout le contexte de l'énoncé, il y a toutes sortes de facteurs qui vont provoquer le sens de concession, d'hypothèse, etc. Ce n'est pas le subjonctif tout seul qui provoque cette signification. Et inversement, il y a des cas, par exemple l'hypothèse, l'hypothèse peut être formulée à l'indicatif, hein, s'il vient, etc. Donc on voit bien que ces notions, même la notion d'hypothèse, n'est pas liée fondamentalement à l'idée de subjonctif. Donc vous voyez que classer à partir des notions, ça ne fonctionnera pas très bien. Ensuite, deuxième type de classement, un classement fonctionnel, qui va reposer sur donc, des contrastes. Quand on dit fonctionnel, on va dire à quoi ça sert le subjonctif. Est-ce que j'ai le choix entre une forme de subjonctif ou autre chose ? Donc on peut distinguer dans ces cas-là le subjonctif fonctionnellement fort. Alors, dans le cas où l'emploi du subjonctif par rapport à l'emploi du subjonctif génère une grande différence de sens. Si je dis « j'imagine qu'il est malade », j'imagine qu'il soit malade. C'est complètement différent. Hein. J'imagine qu'il est malade. Vous allez utiliser cette phrase dans une situation où, par exemple, quelqu'un est absent, bon voilà, votre professeur n'est pas venu, peut-être qu'il est malade, hein, donc j'imagine qu'il est malade. C'est-à-dire, je suppose, peut-être, il est malade. Ce serait une explication. D'accord ? Mais j'imagine qu'il soit malade. Là, on n'est pas du tout dans l'idée
d'hypothèse ou d'explication dans le même sens. J'imagine qu'il soit malade. Dans quel cas on va utiliser ce type de phrase? La deuxième est plus hypothétique, c'est-à-dire il n'est pas là, donc je pense, j'imagine qu'il est malade. On admet le fait. Ouais. Quand on dit j'imagine qu'il soit malade, je veux dire qu'il est possible qu'il soit malade. Donc il y a plus d'incertitude dans le subjonctif que dans l'indicatif. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est presque un souhait. On peut aller jusqu'au souhait. Au lieu de mettre malade, mettez riche. Ça brouille moins les idées. J'imagine qu'il est riche. Bon, dans quelle situation vous allez dire ça? Vous allez dire ça parce que, je sais pas, vous allez voir un type qui a une grosse voiture. Bon, vous le voyez, j'imagine qu'il est riche. Bon. Et puis, vous avez un copain que vous aimez bien, mais il n'est pas riche, pas de bol, mais pour l'aimer mieux, j'imagine qu'il soit riche. Et comme ça... Vous voyez, donc, on est bien dans des situations complètement différentes, où là, le contraste entre subjonctif et indicatif va être fonctionnellement fort. Ensuite, vous avez des cas où il y a une possibilité de contraste, mais où au fond, il y a très peu de différence entre c'est le plus beau spectacle que nous avons vu ou que nous ayons vu. Alors, oui, on peut voir une différence, on peut voir... que nous ayons vu est plus absolu, c'est-à-dire parmi tous les spectacles que nous avons vus, c'est le plus beau. Oui, mais voyez, vous imaginez qu'il y en ait d'autres qui soient plus beaux. Alors que quand on dit c'est le plus beau que nous avons vu, on se réfère simplement à un plus petit nombre. Enfin, c'est moins définitif de dire que nous avons vu que nous ayons vu. Oui, alors je comprends que vous ayez un sentiment linguistique mais quand vous décrivez, voyez, vous utilisez l'indicatif pour justifier l'emploi du subjonctif. C'est-à-dire que dans les deux cas, cette phrase fait référence à tout ce qu'on a vu auparavant, et puis on dit c'est le plus beau de tout ce qu'on a vu auparavant. Mais que nous ayons vu, disons qu'il y a quelque chose de simplement, peut-être on pourrait dire une légère nuance simplement constative à l'indicatif, c'est le plus beau que nous avons vu, et que nous ayons vu, c'est-à-dire où on imagine qu'on aurait pu en avoir vu d'autres, mais bon, c'est le plus beau quand même. Bon, bref, vous voyez, mais c'est extrêmement subtil la différence, elle n'est pas du tout aussi nette qu'entre j'imagine qu'il soit malade, j'imagine qu'il est malade. Et puis, donc du coup, là, le subjonctif est fonctionnellement moins fort. Mais il y a des cas où il n'y a pas de contraste possible. Donc fonctionnellement, le subjonctif ne sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il sert à rien, c'est qu'il n'y a pas de contraste possible avec l'indicatif. Donc, par exemple, si vous dites « je veux qu'il vienne », absolument impossible de dire « je veux qu'il vienne ». Donc... c'est la conséquence de la conjonction. Oui, non mais on est d'accord. Simplement, ce que je veux remarquer ici, c'est que on n'a pas, contrairement au cas précédent, on n'a pas la possibilité d'une alternance indicatif-subjonctif, ce qui veut dire que le subjonctif, au fond, n'apporte pas quelque chose qui puisse s'analyser par contraste avec l'indicatif. Alors, le problème de ce type d'analyse, qui est intéressant par ailleurs, et dans le détail après, on va voir qu'on serait souvent amené à... D'ailleurs, on a vu des cas avec Guillaume où on analyse des nuances de verbes introductifs, enfin des différences de verbes introductifs pour voir si ça déclenche l'indicatif ou le subjonctif. Mais seulement le problème, c'est qu'il y a trop de cas dans lesquels seul le subjonctif est possible. Donc ça veut dire que ça va nous écraser toute une série de cas dans une seule rubrique, et c'est pour cette raison que ce classement comme point de départ n'est pas
idéal. En fait, le classement qui est proposé par Olivier Soutet et que je vais reprendre ici, c'est un classement qui est au départ syntactico-sémantique ou sémantico-syntaxique, comme vous voudrez, qui donc part d'observations linguistiques. Dans quelle situation sémantique et syntaxique j'ai du subjonctif, de l'indicatif. Et ensuite, à l'intérieur de ces rubriques, on va bien sûr prendre en considération des arguments fonctionnels ou des arguments notionnels. Mais ça ne va pas être le point de départ. Le point de départ, il va être de distinguer des emplois commandés par une visée implicite de l'énonciateur, avec des propositions indépendantes, des propositions principales, des propositions subordonnées, et puis des emplois commandés par un segment textuel antérieur, c'est-à-dire donc un segment textuel antérieur à la proposition où le subjonctif apparaît, et là donc ce sont des emplois uniquement en subordonné. D'accord ? Donc on ne va pas non plus adopter cette différence, parce que ça ne marche pas très très bien, qu'on trouve dans certaines grammaires entre le subjonctif en subordonné, le subjonctif en principal, parce qu'en réalité, les subjonctifs en principal ou en indépendante et certains subjonctifs en subordonné sont en réalité sur le même plan et peuvent être considérés comme des emplois qui viennent d'une visée implicite de l'énonciateur. Alors, je vais vous donner un aperçu du classement global et ensuite on va entrer dans le détail. Alors, dans la première catégorie, emploi du subjonctif commandé par une visée implicite de l'énonciateur, on va voir qu'il y a, quand on fait une sorte d'observation sémantico-syntaxique détaillée, 3 cas de figure, des cas où on ne peut absolument pas changer le subjonctif par un autre subjonctif, soit parce que seul le subjonctif présent est possible, et on verra qu'il y a 2 grands cas dans ce cas-là, soit des cas d'orientation restrictive concessive avec la restriction, le consentement résigné et la concession. Donc vous voyez ici réapparaissent les notions. L'orientation assertive, qui s'oppose donc à l'orientation restrictive concessive pour des tournures optatives, exclamatives et pour le soit stipulatoire. On verra ce que c'est. Donc ça, ce sont les emplois où seul le subjonctif présent est possible, et puis il y a des emplois où seul le subjonctif plus que parfait est possible. Ensuite, les cas de commutation simple, donc où on a une possibilité de commutation. Soit on est dans des emplois où il y a une commutation possible entre subjonctif présent et subjonctif imparfait, soit on est dans des emplois où ce qui va commuter, c'est une forme simple et la forme composée correspondante. Donc soit subjonctif présent et subjonctif passé, soit subjonctif imparfait et subjonctif plus que parfait. Et puis les cas de commutation complète, ce sont les cas où on peut avoir toutes les formes. Les 6 formes de subjonctif, donc subjonctif présent, les 4 formes de subjonctif, pardon, subjonctif présent, imparfait, passé, plus que parfait. D'accord ? Et là, il y a 2 grands cas. La proposition que plus subjonctif correspond à une fonction circonstancielle, d'hypothèse ou de concession. Et puis la proposition que plus subjonctif a une fonction d'actant, soit d'actant sujet, soit dans un cas d'extraposition avec reprise pronominale, on verra de sujet ou de complément. Bien. Donc ça va nous permettre, vous voyez, de décrire l'ensemble des situations dans lesquelles on trouve du subjonctif lorsque on est dans un subjonctif qui est déclenché par un facteur, disons, énonciatif, visée implicite de l'énonciateur. La deuxième grande série de cas, là ça se complique, c'est donc le cas des emplois qui sont commandés par un segment textuel antérieur. Donc là, il y a 2 grands cas, le subjonctif dans les conjonctives et dans les relatives. Dans les conjonctives, il faut distinguer le cas des conjonctives complétives et le cas des conjonctives circonstancielles. Dans le cas des conjonctives complétives, il y a 2 problèmes à examiner. D'une part, la question de la commande lexicale, c'est-à-dire, si vous voulez, le verbe
de la principale qui va déclencher ou pas la subordonnée, comme je crois qu'il vient, je regrette qu'il vienne, d'accord ? Je veux qu'il vienne, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la commande lexicale, ça va être le verbe de la principale. Et on va voir que dans certains cas, ce verbe impose l'indicatif, dans d'autres cas, il impose le subjonctif, et dans d'autres cas, il permet les deux modes. Donc, vous voyez que là, on retrouve la problématique fonctionnelle, hein, puisqu'on va voir, quand le subjonctif permet les deux modes, quelles sont les nuances qu'on va obtenir entre le présent, entre l'indicatif et le subjonctif. Ensuite, il faut examiner le rôle des éléments contextuels. On va voir qu'il peut y avoir un changement sur le déclenchement du subjonctif selon qu'on a que ou ce que. Il peut y avoir aussi des changements quand on analyse le niveau de la proposition régissante, la structure potentielle, le rôle des modalités, si vous avez une interrogative, une injonctive, etc. Ça modifie les facteurs qui déclenchent ou pas le subjonctif. La visée énonciative globale, phénomène d'attraction modale, je vous expliquerai ce que c'est. Le type, oula, oui, il y a une coquille, là c'est heureusement que. Vous voyez, heureusement qu'il est venu, mais il est heureux qu'il vienne. Comment se fait-il que dans heureusement que, on a de l'indicatif alors que on n'en a pas, bon, bref. On expliquera ça plus tard. Dans les conjonctifs circonstanciels, eh bien, c'est un peu la même chose. Il y a des cas où le subjonctif est obligatoire, hein, commande automatique du subjonctif. Donc, trois grands cas, subjonctif anticipation, subjonctif et négation pour la cause niée, l'exclusion, la concession, l'alternative. Et puis, l'ensemble des trois cas. Et puis ensuite, les cas d'alternance modale, hein, où on peut avoir indicatif ou subjonctif dans les consécutives, dans les concessives restrictives, dans des adversatives en haut lieu que, et le fameux célèbre problème des temporels en après que, hein, où on vous explique depuis, depuis le collège qu'il faut mettre l'indicatif après que, alors que tout le monde veut mettre le subjonctif. Bon, alors pourquoi, hein? On va essayer d'expliquer ça. Ensuite, il y a le problème du subjonctif dans les relatives, alors uniquement déterminatives, parce que les relatives appositives renvoient au problème de la visée implicite de l'énonciateur, hein, là, nous ramène à ce problème-là. Donc on s'intéresse uniquement aux déterminatives. Bon, et là aussi, c'est le même principe de classement. On regarde celles qui sont automatiquement au subjonctif. On verra que ce sont des concessives un peu spéciales qu'on peut appeler concessives extensionnelles. Et puis ensuite, les relatives à alternance modale. Et on verra différents facteurs qui jouent dans l'alternance modale. Bon, la façon dont la quantification de l'antécédent, la sélection de l'antécédent, la commande de l'antécédent et l'alternance modale, la modalité phrastique aussi, qui joue aussi dans les relatives, et puis les problèmes d'attraction modale. Voilà, donc vous voyez qu'avec l'ensemble de ces deux grands chapitres, on aura parcouru vraiment tous les cas de subjonctif, et on ne sera pas soumis à 2-3 notions dont on ne sait pas exactement si elles couvrent l'ensemble des situations. Alors bien sûr, je n'aurai pas le temps d'examiner chaque cas que commente Soutet dans le livre. Je vais synthétiser pour vous montrer les cas, disons les discriminations les plus importantes. Alors, commençons donc avec les emplois du subjonctif commandés par une visée implicite de l'énonciateur. Donc, premier cas, on a vu le cas de commutation nulle, où seul un cas de subjonctif est possible, enfin un temps du subjonctif est possible, et donc là, le cas, ça va être le cas de l'orientation restrictive concessive où seul le présent est possible. Donc, vous vous souvenez, il y a deux orientations. Une orientation restrictive concessive, où on va voir qu'il y a trois cas, restriction, consentement résigné et concession, et ensuite on aura l'orientation assertive. Donc, toutes ces deux grandes situations correspondent au cas où seul le subjonctif présent est possible. Alors, avec « je ne sache pas que je sache hein », alors évidemment ça ne marche qu'avec ce verbe, mais c'est quand même un cas de subjonctif. Vous voyez qu'on ne peut pas, d'abord on ne peut pas employer l'indicatif, hein, je ne sais pas qu'il est parti, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Alors, il n'est pas parti que je sache. Même chose, on ne peut pas dire il n'est pas parti que je sais.
ne pouvez pas utiliser l'imparfait du subjonctif, il n'y a que le subjonctif présent qui est possible. Alors, pour les étudiants étrangers, je précise, il n'est pas parti que je sache, ça signifie donc à ma connaissance. Hein. Bon. L'autre tournure est quand même moins familière. Hein. Je ne sache pas qu'il soit parti, c'est quand même un niveau de langue très soutenu. D'accord ? Mais c'est la même forme du subjonctif. Alors là, la restriction porte sur quoi? La restriction, elle porte sur l'acte d'assertion, parce que quand vous dites « il n'est pas parti que je sache », en fait, vous modalisez le contenu de votre énoncé. Vous dites que, vous dites que vous n'assumez pas complètement la vérité de l'énoncé « il n'est pas parti ». Vous dites « il n'est pas parti », mais vous dites en même temps « ce que je suis en train de dire, je le dis parce qu'il me semble que c'est ce cas, mais je ne suis pas sûr ». Ce que je sais. Oui. Ouais, ça, c'est encore une alternance à ce que je sais qui pourrait être commentée. Alors, vous avez donc une restriction possible sur l'acte d'assertion, mais aussi sur le contenu asserté. Il a obtenu ce résultat vaille que vaille, donc là, c'est ici le subjonctif. Tout homme tant soit peu intelligent agira de même. Ici, on a le subjonctif du verbe être. Alors, vous voyez, il a obtenu ce résultat vaille que vaille, ça veut dire, bon, comme il a pu, quoi, en faisant ce qu'il pouvait, etc., etc. Donc là, la restriction, le commentaire, si vous voulez, porte vraiment, non plus sur l'énonciation, mais sur l'énoncé lui-même. Hein. Bien, alors, vous voyez que dans ces cas-là, on est dans des formules à la limite du figement. Hein. On est dans des tournures qui ont très peu de variations possibles. Le cas du consentement résigné. Alors, ma décision est irrévocable, advienne que pourra. Il a renoncé à cet avantage, comprenne qui pourra. Tu feras cela, soit. Alors, ça c'est le subjonctif, ça c'est cette forme-là de subjonctif hein, que je commente. Soit, on peut dire, soit, mais je n'en assumerai pas les conséquences. Alors, attention ici, les relatives, que pourra, qui pourra, sont sujets hein, du verbe. C'est-à-dire, comprenne qui pourra, c'est celui qui pourra comprendre, celui qui pourra comprend. D'accord hein? Celui qui comprenne qui pourra, ça veut dire qui pourra comprend. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, même chose pour advienne. Donc, on a donc une position du sujet qui est un peu particulière, hein, ici, qui est posée. Donc, là, vous voyez on est au bord de la concession. Donc, tu feras cela, soit. C'est-à-dire, bon, d'accord, ça veut dire, oui, je consens, mais d'une manière pas... Quand on vous demande... Quand on vous dit tu feras cela, si vous dites soit, ça ne veut pas dire ah oui avec plaisir, hein, ça veut dire d'accord je le fais, mais il y a un mais, hein, ça veut dire mais je ne suis pas d'accord avec, etc. Bon. Donc il y a bien quelque chose qui est un peu concessif, c'est-à-dire je le fais bien que je ne sois pas d'accord, hein, oui bien que, d'accord. Et puis, il y a carrément la concession, avec donc la formule « coûte que coûte hein, », qui signifie, donc, si vous voulez faire apparaître le rapport concessif, même si cela lui coûte. Il obtiendra un résultat coûte que coûte. D'accord ? Donc, dans tous ces cas d'orientation restrictive concessive, on a soit pas de sujet visible, soit souvent une inversion du sujet, enfin, dans ces cas-là, tout au moins. Et on est dans des formulations plutôt formulaires, hein, enfin dans des constructions plutôt formulaires, assez figées, etc. Alors, deuxième grand cas, après l'orientation restrictive concessive, l'orientation assertive. Alors, dans l'orientation assertive, on peut distinguer trois cas.
les tournures optatives, donc qui sont alors dans un genre de prière, béni soit le nom du Très-Haut. Hein, Très-Haut, c'est-à-dire du Seigneur, ce que vous voulez. Bon, aussi c'est une formule, fasse le ciel que nous réussissions. Donc avec là encore une postposition. Quand vous avez un subjonctif dans béni soit le ciel, le nom du Très-Haut. Si on y réfléchit bien, on est au-delà du souhait. Hein. Quand on dit béni soit, on est en train de bénir quasiment. On n'est pas en train de dire pourvu qu'il soit béni. On est presque dans l'assertion. Bon. Tournure exclamative. Ah, d'accord. La coquille. Vive la France. Bon. Vive les vacances. Alors, vous remarquerez que le figement est tel que l'emploi au pluriel ici, enfin que l'accord au pluriel de vive est très peu naturel. Hein. Et là aussi, on a une orientation assertive. Quand on dit « vive la France », dans une situation, je ne sais pas moi, dans un match de foot ou un match de Vive la France, vous n'êtes pas, intuitivement, vous n'êtes pas en train de dire pourvu que la France vive. Hein. Ça n'a aucun sens. Vous êtes en train de dire vive la France est la meilleure, par exemple. Bon. Donc il y a une dimension qui est très proche, qui est quasiment assertive. Hein. Vive la France c'est bien. Vive les vacances c'est bien. Bon. Donc là, on a aussi, si vous voulez, une sorte de une forme de délexicalisation, mais qui part donc d'une forme de subjonctif. Et puis il y a le soit stipulatoire, donc soit en mathématiques, hein, soit un triangle ABC, soit deux triangles. Alors, soit deux triangles, c'est pareil, on ne mettra jamais au pluriel. Hein. Mais c'est bien un subjonctif. Hein, que ces deux triangles soient. Hein, comme on dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein, c'est ça que dit le prof de maths. Et quand il dit soit deux triangles, il dit que ces deux triangles soient. Bon. Même chose pour, après le plat principal, vous avez droit soit à un fromage, soit à un dessert. Ce sont des subjonctifs. Hein. Que ce soit. Oui. Stipulatoire. Ah bah c'est une stipulation, c'est-à-dire on pose la chose, on stipule, on présente comme une donnée. Hein, on présente la chose comme une donnée. Pardon ? On établit comme une règle. Ça ne va pas jusqu'à la règle. Hein. Oui, donc une loi dicte, prescrit. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Une loi qui stipule quelque chose, donc c'est un soit qui pose quelque chose. Hein, Bien, alors, poursuivons. Donc là, on a vu les cas où seul le subjonctif présent est possible. Mais vous avez aussi des cas où seul le plus que parfait est possible. Alors, exemple, j'eusse aimé vous rencontrer. C'est une phrase qui, je suppose, ne se trouve pas très couramment en situation quotidienne. Hein. Je ne sais pas si, mesdemoiselles, vous êtes déjà fait aborder par un garçon de cette façon-là. Mais bon, remarquez, ça se tente. J'eusse aimé vous rencontrer. Je ne sais s'il eût apprécié ce comportement. Bref, on est quand même dans un niveau de langue très élevé. Ce qui est remarquable par rapport au cas précédent, c'est que ça marche avec n'importe quel verbe. Hein. Alors que dans tous les cas précédents, on a vu que c'était quand même des verbes très particuliers. Soit, le verbe être, que je sache, etc. Ce sont des constructions extrêmement limitées. Là, ça fonctionne avec n'importe quel verbe. Ça signifie l'irréel. Et dans tous ces cas, on peut avoir un conditionnel passé. Hein. J'eusse aimé vous rencontrer, c'est évidemment dans le langage
courant, on aurait plus facilement « j'aurais aimé vous rencontrer ». C'est d'ailleurs pour cette raison que, autrefois, mais je crois que l'habitude a complètement disparu des manuels de grammaire, sauf peut-être des manuels pour le français langue étrangère, on a appelé ce subjonctif un conditionnel passé deuxième forme. Ça n'a rien à voir, c'est simplement une valeur du subjonctif. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Oui, c'est vrai, j'avais dit que je vous laisserais du temps pour poser des questions quand on avait fini l'indicatif, et puis on a fait la pause, j'ai oublié, mais enfin bon. Voilà, alors, avant de se séparer, j'ai failli oublier vous dire que, malheureusement, je suis encore à l'étranger pour des conférences la semaine prochaine, donc je vais, cette fois-ci, je ne vais pas vous donner un document. Je vais enregistrer le cours dans ma chambre d'hôtel et tout, et je vais commenter, continuer à commenter comme je l'ai fait ici. Donc, pensez bien à regarder sur Internet, genre le jeudi, le vendredi, ce sera en ligne normalement, j'espère, si tout va bien. Et comme ça, le cours d'après, on passera. Donc, le cours prochain où je terminerai l'approche de Southey sera entièrement en ligne. Et le prochain cours en présentiel, on changera de modèle. Voilà, merci de votre attention et donc on se retrouve dans 15 jours.